Dernière fois, un cas de rafle à Cocody fait par des policiers d'Abobo et ça s'est très mal passé. On a même poursuivi les gens jusqu'à dans leur domicile. Ça y est, tu as arrêté devant ta porte, on veut te prendre. Si tu rentres chez toi, on t'entend te chercher là-bas. On ne peut plus prendre de l'air devant sa maison. Donc vraiment, il y a un problème. Il y a un problème et on va en parler. Ok. Les COJES, on vous avait dit au mois d'octobre qu'il y a une décision du ministère qui avait décidé de renouveler les COJES. Ce n'est pas mauvais de renouveler les COJES, mais ce qui est important de savoir, c'est que depuis un certain temps, l'argent des COJES n'arrive pas à temps. Donc actuellement où nous vous parlons, l'argent de l'année scolaire précédente, 2023-2024, n'a pas été encore payé. Donc les présidents, les anciens présidents sont endettés quand on décide de les changer. Donc pour cela, on avait dit que ce n'était pas normal. Il fallait laisser les présidents en exercice régler toutes leurs dettes avant de pouvoir les enlever. Et le fait que le ministère ne donne pas à temps les subventions crée beaucoup de problèmes dans les établissements. Ça fait qu'il y a une insuffisance de prestataires parce que l'argent des COJES sert aussi à payer des employés qui travaillent à la bonne marche des établissements, mais même à payer aussi des professeurs vacataires. Donc c'est vraiment un gros problème, un très gros problème. Et ces problèmes-là ne sont pas encore réglés quand on décide de renouveler les COJES. C'est-à-dire que les nouveaux présidents vont arriver avec les dettes des anciens présidents. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on nous a signalé des irrégularités dans certaines localités. Par exemple, dans la sous-préfecture de Fumbolo, ce 9 novembre, d'ailleurs, c'est ce samedi-là que dans la plupart des COJES, il y a eu des élections. Ce 9 novembre, ils ont procédé au lycée moderne de Fumbolo à la réélection du président de COJES et il se trouve qu'il y a un problème. Il se trouve que certains ont fini leurs 2 mandats. Dans les textes, on ne doit pas faire plus de 2 mandats. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, il y en a qui ont fini 2 mandats et on insiste pour les comment on va dire, les réélire. Voilà. Alors qu'il y a des présidents de parents d'élèves qui sont là, qui pouvaient très bien assumer cette fonction. Donc, ça veut dire que dans notre pays, la violation des textes là, c'est devenu monnaie courante et c'est vraiment dommage qu'on ait cet incivisme-là à tous les niveaux. Voilà. Ok. On va parler de la grève qui devait avoir lieu au ministère de l'Intérieur. On vous en avait parlé la dernière fois. Ça devait être à partir d'aujourd'hui, les 12, 13 et 14 novembre 2024. On vous avait dit que depuis 2020 que le nouveau ministre de l'Intérieur est arrivé, il n'a jamais reçu les syndicats et les revendications n'avaient pas non plus avancé. Donc 8 syndicats du ministère de l'Intérieur, y compris ceux des collectivités, avaient décidé de faire une grève. Le dépôt du préavis de grève a porté ses fruits. Le ministre de la fonction publique les a reçus samedi et hier, ils ont été reçus par leur ministère de tutelle. Donc, la grève est suspendue en attendant de voir comment la situation va évoluer, si les promesses seront tenues. Il faut rappeler que l'une des revendications majeures, c'était la prime mensuelle d'incitation au profit du personnel d'appui. Cette promesse a été faite depuis 2017 après un séminaire qui s'est tenu les 17 et 18 octobre 2017. Donc vraiment, on espère que tout va rentrer dans l'ordre parce que l'idéal n'est pas les grèves. Voilà. Les paysans. On vous avait déjà dit qu'en principe, les paysans devaient être payés à 60% du prix CAF. C'est pour ça que vous voyez que dans les autres pays qui sont pourtant pas premiers producteurs comme le Cameroun, le prix du cacao là-bas est plus élevé que chez nous. Voilà, on devait donner 60% aux paysans et ça devait faire au moins autour de 3500. Vous voyez qu'au Cameroun, c'est 5000 et chez nous ici, on est à 1800. Et depuis le 1er octobre, que la campagne a été ouverte, il y a beaucoup de difficultés. D'abord, comme les pistes rurales ne sont pas entretenues, il y a des difficultés pour sortir les produits des champs. Donc, les acheteurs qui vont jusqu'au champ se permettent de payer au prix qu'ils veulent.
Donc la vente n'est pas encore à son top parce que c'est difficile de faire sortir les produits. Il y a aussi des situations de braquage. Vous savez que partout où les routes sont mauvaises, les braqueurs opèrent. Et malheureusement, à Agboville, il y a un paysan qui a été tué dans un braquage la semaine passée. Toujours par rapport aux paysans, les coopératives ne sont pas financées ni encadrées. On veut donc interpeller le conseil Café Cacao. Si vous ne pouvez pas bien vous occuper des paysans, rétrocédez leur filière, ils vont la gérer. Et ça, c'est l'une des revendications majeures des paysans. Quand on essaie quelque chose, on fait un bilan, on tire les leçons, on continue ou on change. C'est comme ça qu'on fait dans une gouvernance respectable. Chez nous ici, quand on décide quelque chose, on reste dessus, même si les résultats sont mauvais. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Les paysans géraient leur filière, il y avait eu des problèmes. On a créé le conseil Café Cacao. Il faut faire un bilan pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. En tout cas, les paysans s'en plaignent. Et le conseil Café Cacao n'écoute pas leurs plaintes, ne les associe pas, ne dialogue pas avec eux. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il s'agit de leur argent. Voilà. Cannes 2023, on vous avait dit que la Cannes a été belle, elle a été somptueuse, elle a été à succès. La Côte d'Ivoire a remporté cette Cannes, mais malheureusement, il y en a qui continuent de souffrir à cause de cette Cannes. Il y a plusieurs prestataires qui n'ont pas été payés. Et ça, on en avait parlé avant même le début de la Cannes. Parce qu'avant la Cannes, il y a eu plusieurs compétitions, dont la Coupe d'Afrique féminine qui s'est tenue à San Pedro et à Korogo, où on avait constaté déjà ces faits-là. On ne paye pas les forces de l'ordre, on ne paye pas les prestataires et malheureusement la Cannes a fait la même chose. Donc on veut vraiment interpeller le COCAN, d'autant plus qu'en principe, le mandat du COCAN finissait en novembre 2024, là, alors qu'il y a beaucoup de prestataires qui n'ont pas encore payé dans la restauration, ceux qui ont fourni les groupes électrogènes, ceux qui ont loué des véhicules. Vraiment, c'est dommage. Même ceux qui ont entretenu les terrains, qui ont réhabilité les terrains d'entraînement, tous ceux-là, jusqu'aujourd'hui, 8 mois après la fin de la Cannes, ils ne sont pas encore payés. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Voilà. CIE. J'étais dans ma région natale le week-end passé et les paysans de là-bas m'ont dit que la CIE les harcèle en ce moment. Il y a des compteurs à cartes qui avaient été proposés aux gens à 1000 francs. Mais on ne leur a pas bien expliqué les choses. Et ça, ce n'est pas bien. Quand vous voulez soumettre des gens à un contrat, il faut tout leur expliquer. Donc, on leur a dit, on paye 1000 francs, c'est pour 10 ans. On ne leur a pas dit qu'on devait payer un certain montant. Donc, au bout de 2 ans, on vient leur dire qu'ils doivent 100 000 pour certains, 60 000 pour d'autres, et qu'il y a une somme qu'ils devraient payer progressivement. Mais quand c'est comme ça, là, on ne coupe pas l'électricité. On informe simplement les clients et puis on voit avec eux comment on fait pour payer. Mais la situation de monopole fait que la CIE se permet de maltraiter les usagers, les clients, et vraiment ça fait une situation désastreuse. On a coupé l'électricité. L'autre problème qui a été signalé, c'est la diminution du nombre de kilowattheures qui est donné aux gens. Avant, quand tu payais 5 000, tu avais 100 kWh. Aujourd'hui, tu payes 5 000, tu as 21 kWh. Alors que ce qui avait été annoncé, c'était 10% d'augmentation. Donc, normalement, si tu as payé avec 5 000, les 100 kWh, là, on doit te donner 90 kWh s'il y a eu une augmentation de 10%. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens disent qu'on prélève plein de choses. Donc, sur les 5 000, là, finalement, même on te donne courant pour 2 000 francs. Voilà. Donc, vraiment, il faut qu'on arrête avec ces pratiques-là. La CIE nous maltraite trop. C'est pareil pour la SODECI. On ne comprend pas les augmentations. Il faut expliquer pourquoi est-ce que chacun a son taux d'augmentation alors qu'on a annoncé
Hein, en janvier 2010, 10% pour tout le monde. En juillet 2023, c'était 10% pour les 15 ampères et plus. Donc actuellement où nous parlons, les 15 ampères et plus devaient avoir 20% et les autres 10%. Malheureusement, sur le terrain, c'est tout autre chose. Les augmentations vont de 30 à 150% même parfois. Excusez-moi, je suis un peu grippée, donc c'est pas facile. Alors, on nous a signalé aussi sur la route de Bassam des contrôles excessifs. On ne peut pas s'opposer au contrôle de routine de la police, mais elle devrait elle aussi faire ses contrôles à des heures raisonnables. Les heures de pointe, les gens sont pressés. Si c'est là que vous faites vos contrôles, vous voyez que ça crée des embouteillages et ça crée des désagréments à tous ceux qui vont au travail ou à tous ceux qui ont des rendez-vous urgents. Donc vraiment, essayez de revoir vos horaires de contrôle, s'il vous plaît. SEMU, les populations se plaignent de l'absence d'agents à leur poste. Voilà, on nous a signalé qu'à l'hôpital d'Anono, vous arrivez jusqu'à 10h30, il n'y a pas d'agent SEMU là-bas. Ça, là, vraiment corriger ça. On est en train d'encourager les gens à adhérer à la SEMU parce que c'est important pour tout le monde. Ça permet aux plus pauvres de pouvoir se soigner à moins de coûts. Mais il faut que le service soit de qualité pour encourager les populations à s'inscrire. Donc, quand quelqu'un va dans un hôpital et il n'y a personne, il n'y a pas d'agent d'accueil, c'est un problème. Ça veut dire qu'il ne peut pas utiliser sa carte et il est obligé de payer plein pot et pour la consultation et pour les analyses, mais aussi parfois dans les pharmacies, il y a des pharmacies qui ne coopèrent pas. Donc vraiment, il faut régler tout ça. L'autre problème à régler, c'est au niveau de la distribution des cartes. Des agents SEMU se sont plaints à moi parce que quand ils enrôlent les gens pour les cartes, pour ceux qui ne font pas in situ, là, les cartes là s'en vont. Les données vont être traitées au niveau central et puis après, ça revient. Mais quand ça revient, au lieu de donner les cartes par opérateur et par commune, on mélange tout. Du coup, souvent, ils vont à Marcory pour aller prendre les cartes, mais c'est tellement mélangé que souvent, mais ils sont obligés de laisser. Et les cartes restent comme ça. Après, vous dites que les gens ne viennent pas retirer leurs cartes. Mais il faut améliorer le circuit de distribution. Donc, la proposition qui a été faite, c'est que les cartes soit donné à chaque opérateur dans chaque commune, de sorte que quand les gens s'en vont là où ils se sont fait enrôler pour retirer leur carte, il soit facile pour ces opérateurs-là de réagir. Donc, essayez de revoir ça. L'autre problème avec la SEMU, c'est l'irrégularité des salaires de ceux qui travaillent. On dit qu'ils ne sont pas à leur poste, mais si on ne les paye pas là, s'il n'y a pas de transport, il fait comment pour aller au travail? Abidjan ici, là, les distances entre les communes sont longues, on n'est pas au village. On n'est pas au village. Au village, là, on peut se déplacer à pied n'importe comment. Ici, c'est Abidjan. Si tu es à Yopougon, que tu dois travailler à Marcory, tu n'as pas de transport là, tu vas faire comment? Tu ne peux pas t'envoler. Tu vas marcher à quelle heure pour arriver au travail à quelle heure? Donc, vraiment, il faut payer les salaires. Il faut payer les salaires. Le mois passé, on dit le salaire a été payé même en 2 temps. On te donne une moitié et puis après, on te donne l'autre moitié. Tout ça, là, c'est pas bon. Il faut payer les gens correctement. Ils vont travailler correctement pour que les citoyens soient bien servis. Voilà. Une plainte nous a été faite aussi. On va essayer de plaider aussi pour ça. En tout cas, là maintenant, publiquement, on voudrait demander au ministre en charge de l'emploi de regarder ça. Parce que c'est vrai que c'est un problème. La cherté de la vie augmente alors qu'il y a des gens dont la pension n'atteint pas le SMIC. Voilà. Donner 1/3 de la pension à tous les retraités. À partir de septembre 2024, ça a été institué par le chef de l'État. Il avait annoncé ça en août 2024 lors de son discours officiel. C'est une très bonne chose. Mais pensez aussi à ceux qui ont des pensions en dessous du SMIC. Parce que c'est vrai que les pensions se donnent à partir d'un calcul. On n'a pas dit que c'est la faute du gouvernement. On dit pour aider les populations vulnérables, ceux qui ont des pensions en dessous du SMIC, là, essayez de remonter jusqu'à 75 000 pour que ça puisse leur permettre de vivre décemment. Parce que la plupart des retraités ont des maladies métaboliques, les médicaments sont chers. Voilà. Donc c'est une doléance. Ceux qui connaissent le ministre en charge de l'emploi, là, parlez-en avec lui. Les centrales syndicales, c'est aussi votre travail d'en parler. Voilà.
Ce week-end, nous étions à Diegonefla. L'objectif, c'était vraiment de voir, en tant qu'observateur, comment ça se passe dans les centres d'enrôlement là-bas. Et on est parti, c'est la même situation que partout, mais on ne va pas faire notre rapport qu'on doit à la CEI maintenant. Tout le monde sait ce qui se passe dans les centres d'enrôlement. Mais ce dont on veut parler, c'est que là-bas, il y a d'énormes problèmes de route. Même dans la ville, il y a des quartiers qui sont inaccessibles. Vraiment, c'est compliqué. Il y a des problèmes de route. Mais l'autre problème très grave qu'on nous a signalé, c'est le problème de la drogue en milieu scolaire. On nous a dit que là-bas, là, les dealers ne se cachent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une complicité avec les autorités? Parce que ça, là, c'est quelque chose qu'on doit faire en se cachant. On dit là-bas, là, ils ne se cachent pas. On sait où ils sont. Le plus grand fumoir même de la ville, là, tout le monde sait où il est situé. Mais il n'y a rien. Tout se passe comme si de rien n'était et on détruit la vie des élèves. Il paraît que là-bas aussi, on vole les tables bancs. Pendant que les écoles cherchent à s'équiper, il y a des gens qui prennent un malin plaisir à voler des tables bancs. Jusqu'à même, il y a certains qui sont obligés de prendre des chaînes pour attacher les bancs pour ne pas que les gens puissent les voler. En tout cas, il faut qu'on trouve une solution à ça. La police de Diegonefla est interpellée. Il faut trouver une solution à tout ça. Voilà, on va revenir sur tout ça le temps qu'on finisse de recueillir tous les problèmes. Mais ces problèmes-là étant vraiment cruciaux, on a voulu le dire. Parce que là-bas, le maire a au moins son deuxième mandat. Et comme la mairie, c'est le développement, il faudra quand même reprofiler les voies de la commune, faire certains travaux pour faciliter la vie aux habitants. Prorogation de la RLE. La révision de la liste électorale qui devait prendre fin le 10 novembre 2024 a été prorogée d'une semaine. On s'attendait à une prorogation puisque c'est devenu une coutume de donner une période et après de proroger. Mais le vrai problème, c'est sur quelle base on a décidé que ce serait une semaine. Sur quelle base? On se pose cette question tout simplement parce que, d'après les informations que nous avons, il y a des gens qui ont leurs documents dans le circuit. S'il y a des zones où les certificats de nationalité sont délivrés rapidement, il y a d'autres zones dont on ne va pas citer les noms maintenant, où on nous a signalé des difficultés pour signer les certificats dans les sous-préfectures comme à la justice. Donc vraiment, tout ça, ça ne facilite pas l'enrôlement de plusieurs, dont les nouveaux majeurs. Et donc, c'est important de savoir par rapport à quoi les gens ont choisi une semaine. Parce que si mon dossier est dans le circuit, le nouveau délai, c'est maintenant le 17 novembre. Et qu'avant le 17 novembre, je n'ai pas obtenu mon papier, je ne pourrai pas me faire enrôler. Donc, le premier point, c'est par rapport à quoi on a choisi une semaine. Le second point, c'est qu'il y a des zones où il n'y a pas de centre d'enrôlement. Pas en Côte d'Ivoire ici, mais à l'étranger. On nous a annoncé pompeusement qu'il y a 12 100 centres d'enrôlement, dont 100 à l'extérieur. Mais les 100 à l'extérieur, là, c'est où? Et puis, dans toute l'Asie du Sud, il y a 11 représentations diplomatiques, il n'y a aucun centre d'enrôlement là-bas. Donc, les Ivoiriens qui sont là-bas se plaignent. On a été touché particulièrement par ceux qui résident aux Philippines. Donc, franchement, normalement, tout Ivoirien, où qu'il se trouve, devrait pouvoir voter. Et c'est une forme d'exclusion que dans toute cette région du monde, il n'y ait pas de centre d'enrôlement. Le président de la CEI s'en se promener en France ou aux États-Unis. Là-bas, il n'y a pas de problème. Allez là où il y a problème, installez les centres d'enrôlement. Sinon, vous excluez des Ivoiriens. L'autre problème, ce sont les nouveaux majeurs qui sont nés du 1er mars 2007 à octobre 2007, c'est-à-dire après le 1er mars 2007 jusqu'à au moins octobre 2007, ceux-là, pour l'instant, ils sont exclus. S'il n'y a pas de révision électorale en 2025, ils seront définitivement exclus. Voilà pourquoi nous avons une proposition. Notre proposition, c'est que la CEI rassemble, organise un dialogue avec les partis politiques et la société civile pour faire le point de comment cet enrôlement s'est passé, quelles sont les difficultés, comment on les lève. À partir des propositions
que nous allons faire, alors on pourra reprogrammer une autre période d'enrôlement au premier trimestre 2025, non seulement pour respecter le code électoral qui prescrit un enrôlement annuel, mais aussi pour permettre à tous ceux qui ont été exclus ou qui ont été victimes de difficultés de pouvoir s'enrôler sur la liste électorale afin de rendre cette élection de 2025 véritablement inclusive. Voilà, donc c'était notre proposition. Il y a un problème aussi qui a été signalé, qu'on voit même sur les réseaux, qui est très grave et qui montre que la liste électorale n'est pas fiable, c'est que il y a des personnes qui ne se sont jamais faites enrôler. Ce n'est pas des nouveaux majeurs. C'est des gens que les élections n'intéressaient pas. Donc, ils ne s'étaient pas fait enrôler. Et cette année, ils décident d'aller se faire enrôler. À leur grande surprise, on leur apprend qu'ils sont déjà enrôlés et même qu'ils ont déjà voté les élections précédentes. C'est très grave. C'est tout ça là qui montre que la liste électorale n'est pas fiable. Comment quelqu'un qui ne s'est jamais inscrit sur la liste peut être inscrit et peut avoir déjà voté? Ça, c'est un problème. L'autre problème qui est important de relever par rapport à la liste électorale, c'est les personnes qui devaient être radiées, les décédés qui devaient être radiés. Je vous informe que la CEI dit qu'on vient avec un acte de décès, un certificat de décès ou un certificat de genre de mort avec le numéro d'électeur du décédé pour venir dire qu'il n'est plus et qu'il faut le retirer sur la liste. Mais il y a des gens qui ont fait ça et puis le mort là, il demeure sur la liste. Dieu seul sait s'il ne vote pas quelque part. Donc franchement, quand on parle d'audit de la liste électorale, les gens nous répondent comme si les choses étaient normales. Si on était dans un pays normal, on ferait des croisements de fichiers, on ferait des basculements, de sorte que les gens puissent véritablement être, la liste puisse être propre. Voilà, les nouveaux majeurs là, l'état civil est concentré, est centralisé au niveau du ministère de l'Intérieur, on pourrait les basculer. Les morts là, dans les mairies là, ils signalent tout ça au ministère de l'Intérieur, ça pouvait être réglé. Mais comme on a envie de tricher, on ne fait pas de croisement de fichiers, on ne fait pas de basculement, on demande que les gens viennent eux-mêmes signaler ça, mais malgré ça, ça ne change pas toujours. Donc vraiment que Dieu nous aide à trouver les solutions pour avoir une commission électorale crédible, parce que c'est d'abord une question de volonté politique. Donc ça nous permet d'en arriver à la journée du 15 novembre. Vous savez que en 1995, il y a eu le boycott actif, une élection qui avait opposé le président Bédié au président Feu, enfin les deux sont Feu, au président Vaudier. Voilà, les deux là, c'est eux qui étaient les candidats. En 1995, il y avait eu le boycott actif, il y a eu des violences. Et par rapport à ça, il y a un décret qui a été pris en mars 1996 pour instituer une journée nationale de la paix. Et chaque année, on célèbre en Côte d'Ivoire la journée nationale de la paix. Nous pensons que c'est une très bonne occasion pour que le président de la République annonce la réouverture du dialogue politique. Tout le monde demande ce dialogue de tous ses voeux. Il ne faut pas faire la sourde oreille, à moins qu'on ne veuille qu'il y ait des conflits en 2025. Sinon, plus tôt ce dialogue s'ouvrira, plus tôt les problèmes seront réglés et moins on aura de problèmes pendant la période électorale. Donc vraiment, on voudrait interpeller les pouvoirs publics, particulièrement le président de la République, parce que la 29e édition, 28e plutôt, édition aura lieu cette année et on voudrait qu'elle soit marquée par des actes forts qui montrent que les autorités souhaitent qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que chez nous ici, on prend tout pour faire fête. Quand on dit journée de la femme, au lieu de faire bilan de l'avancée des droits de la femme, c'est comme on va faire plusieurs couleurs de pagne. Les gens s'habillent, on fait fête. On va pas, ça ne fait pas avancer les droits de la femme. C'est la même chose pour la journée de la paix. On organise des cérémonies avec l'argent du contribuable, mais pourtant la paix n'avance pas. La réconciliation n'est pas effective. Il y a des leaders qui sont encore en exil. Il y a encore des prisonniers d'opinion et des prisonniers même des anciennes crises. C'est tout ça là, on appelle la paix. Il ne faut pas parler pour parler. Il faut poser des actes pour que la paix là, ça soit une réalité.
Voilà, donc on vous attend. On vous attend le 15 novembre, on vous attend aussi le 31 décembre. Ce qui est sûr, l'histoire vous regarde. Chacun va faire son bilan après. Voilà, donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. La team, on vient d'écouter ici Pulchering Ballet. Vous avez écouté qu'elle a touché beaucoup de points aujourd'hui dans sa vidéo. Et on veut s'attarder ici sur la révision de la liste électorale qui pour nous à l'heure actuelle est le sujet principal. Mais aussi sur le cas du cacao où le gouvernement du RHDP doit encore faire mieux parce qu'arriver à 1800, ce n'est pas extraordinaire. Quand on est le premier producteur du cacao, je pense qu'on doit aussi être celui-là qui vend son cacao le plus cher. Non seulement on doit être d'abord le premier en quantité, mais il faudra aussi être le premier en qualité. C'est ce qui fera aussi la force de ce premier pays qui produit le cacao et tous ces cultivateurs qui se donnent tous les années dans ce genre de domaine devraient pouvoir trouver leur argent pour pouvoir s'en sortir dans ce business-là. Vous ne pouvez pas avoir des personnes qui tous les jours se tuent à la tâche pour mener un combat et derrière ne pas gagner suffisamment d'argent pour pouvoir s'en sortir, non seulement eux, mais aussi leurs enfants derrière. Et vous allez aller à côté des pays qui ne sont pas à la tête des producteurs, mais qui vendent quand même le cacao de manière plus chère, plus coûteuse que la Côte d'Ivoire. Et là, ce n'est pas appréciable. Ou alors la CEI, la team, je vous envoie suivre les vidéos de Maître Batouré, l'avocat du président Laurent Gbagbo, et vous allez comprendre que la CEI, vraiment, est juste là pour voler l'argent des Ivoiriens. Parce qu'elle touche déjà 52 milliards tous les ans pour pouvoir réviser la liste électorale. Elle a encore l'argent qui les vient de partout, de l'Union européenne. Elle a l'argent qui est ajouté de par le gouvernement. En fait, il y a beaucoup d'argent qui va dans la CEI. Et la CEI ne devrait donc pas avoir des petits problèmes qu'on peut constater tous les jours. Non. Parce qu'avec tout l'argent qu'elle regorge, ça devait être une facilité pour la CEI d'avoir soit les audits de la liste électorale, soit les révisions de la liste électorale, soit même se rassurer que tous les Ivoiriens en âge de voter soient déjà inscrits dans la liste électorale. Parce qu'il y a beaucoup d'argent pour faire ce job-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent réellement? C'est là où toute la question est posée. Voilà pourquoi je demande souvent à la NCI d'éviter non seulement Coulibaly Kubière sur le plateau, mais d'inviter aussi des avocats de l'opposition sur le plateau, en l'instar de Maître Abiba Touré. Nous voulons bien voir un face-à-face, Coulibaly Kubière et Maître Abiba Touré, pour que ces deux-là puissent nous expliquer. Soit c'est Maître Abiba qui ne maîtrise pas la situation, soit c'est Coulibaly Kubière qui est là juste pour voler l'argent de l'État. Mais il faut déjà qu'on ait ces deux personnes en face, même s'ils sont des dictateurs. Et quand on sait que eux, ils ne font que de la démocratie fictive. Ça veut dire que Coulibaly Kubière viendra toujours, qu'il saura qu'en face de lui, il n'a personne. Quand il dit personne, ce n'est pas pour manquer le respect, mais c'est que ceux qui sont en face ne sont pas forcément des opposants. Et ils n'ont pas la maîtrise aussi de la situation en main. Pourtant, Maître Abiba Touré, qui est de l'opposition, a pris la peine et avec les moyens de son parti politique d'étudier la liste électorale, mais aussi d'étudier les financements que reçoit la CEI et dans tous les propos qu'elle sort. Elle sort par rapport à quelque chose et c'est important que Coulibaly Kubière vienne à un moment donné aussi faire un face-à-face avec les opposants. Parce qu'on dit qu'il n'est pas indépendant et c'est vrai. Parce que, comme Charles Blé Goudel l'avait dit, qui te finance te commande. Et si c'est l'État qui finance, vous pensez vraiment que qui va commander? L'État finance donc l'État commande. Mais ça ne devrait pas être comme ça parce que l'État ce n'est pas Alassane Ouattara. L'État, c'est vous, l'État, c'est nous, l'État, c'est le peuple. Donc, c'est le peuple qui finance, donc non, lui devrait être indépendant. Mais si on considère quoi en Afrique? On considère que quand le gouvernement finance, c'est que c'est le président de la République qui a financé, comme si l'agence sortait de sa propre poche. Et voilà où il y a tout le problème. La team CC étant dit, dis-moi ce que vous pensez par rapport à l'intégralité de la vidéo de Pulchering Ballet et on se voit pour une autre vidéo.